Bon après-midi, bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous accompagnez cet après-midi pour faire un autre bout de chemin dans notre parcours autour de la pandémie. Je rappelle que ce programme est rattaché à l'École de technologie supérieure, qu'il bénéficie du soutien financier de la Fondation Jarilowski et qu'il accueille des invités qui jusqu'ici nous ont fait grand plaisir et qui ont rempli toutes nos attentes. Alors, évidemment, nous avons une inquiétude pour cet après-midi, mais nous verrons, hein. Bien, alors cet après-midi, nous avons justement une invitée de choix. Madame Baridel est un personnage, une militante extrêmement connue, associée à des causes que nous connaissons, qui sont plus que fondamentales. Euh, c'est une intervenante qui est active dans ce domaine-là depuis plusieurs années déjà. Elle nous confie que dès l'âge de 15 ans, elle avait acquis ses premières, ses premières motivations qui l'ont conduite ensuite dans le champ que nous connaissons. Elle a plusieurs réalisations très importantes et bien connues à son actif. Elle est cofondatrice d'Équiterre. Elle est pionnière du commerce équitable, la consommation responsable. Enfin, ce sont tous des thèmes maintenant qui nous sont devenus très familiers. Elle a publié plusieurs livres dont les titres, vous avez le don des titres, Madame Varidel. Acheter, c'est voter, l'envers de l'assiette, la transition, c'est maintenant. Euh, vous avez plusieurs talents, quoi. Tant mieux pour vous. Et puis, ben, c'est une figure qui est très présente dans les médias, bien sûr. Son travail a été reconnu de diverses façons. Des doctorats honoris causa, l'insigne du mérite de l'Université de Montréal, l'Ordre du Québec, l'Ordre du Canada. Euh, vous dites chevalier de l'Ordre, on pourrait dire chevalière, non? De l'Ordre de la Pléiade? Ça Je choquerait sais des pas, gens? je sais pas, c'est le nom du titre. Oui, c'est le nom officiel. En tout cas, l'Ordre de la Pléiade de l'Organisation internationale de la francophonie. Euh, et puis, vous dites malgré tout qu'au-dessus de tout cela, vos plus grandes réalisations, dont vous êtes particulièrement fiers, se tiennent sur deux pattes. Ce sont vos deux enfants. Vous auriez pu dire quatre pattes, vous en avez deux. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, la table est mise. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir avec nous et nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très, très plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Merci, Monsieur Bouchard, Madame Smidi, d'avoir pensé à moi, puis à la Fondation Jarilowski aussi de permettre ces échanges interdisciplinaires. Je salue donc toute la communauté de l'ETS pour qui j'ai une affection particulière, notamment parce que c'est en votre sein que siège le CIROD, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant 2 ans et où mon collègue Mohamed Chériette en est le directeur académique, le directeur général. Et c'est un groupe de recherche stratégique qui allie, qui crée des synergies entre des chercheurs de différentes disciplines. Donc, il y a tant des professeurs, des chercheurs en ingénierie qu'en sciences sociales, en biologie, en design, en urbanisme et tout ça, ce qui permet des échanges fort intéressants. Donc, je suis très intéressée, je suis très contente de m'intéresser, de pouvoir m'adresser à vous tous cet après-midi. Et j'ai un petit PowerPoint. Il y aura une période de questions par la suite. Fait que je commencerai tout de suite en faisant un partage d'écran. Merci Thomas. Je vais faire ça. Vous allez pouvoir me dire, est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait, excellent. Donc, sur cette image, j'aurais envie de vous inviter à prendre une très grande respiration profonde. Ben, ce qu'on fait à tous les instants de notre vie, là, on vient de le faire de manière consciente. La raison pour laquelle je vous ai invité à faire ça, c'est pour qu'on s'arrête un moment et qu'on réalise que l'oxygène qu'on vient d'inspirer
et en fait le produit d'interactions complexes entre différents êtres vivants sur la Terre. Notamment, il y a tout le travail des écosystèmes marins, du phytoplancton. Il y a tout le travail qu'on connaît, la photosynthèse des arbres, des plantes, des forêts. Mais tous ces éléments-là peuvent vivre grâce à des interactions très complexes. Si on s'arrête maintenant sur l'oxygène qu'on vient de prendre, qui a servi notamment à oxygéner notre sang, pardon, eh bien, notre corps est lui-même constitué aux 2/3, à 60% d'eau. Mais cette eau-là, elle s'est retrouvée dans les océans à un autre moment. Elle a été dans des petits ruisseaux, dans des fleuves, dans des rivières. Elle a déjà été dans des arbres. Elle a déjà été dans d'autres êtres vivants, que ce soit des animaux, des champignons, des poissons, des baleines. Donc, souvent, quand on pense à l'environnement, quand on pense à la planète, on se voit, nous les humains, comme étant extérieurs à elle. Pourtant, l'environnement, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est la terre qui nous nourrit, c'est nous-mêmes qui l'habitons. Donc, la nature nous habite autant qu'on l'habite. Et c'est le fruit de cette interaction-là qui fait en sorte qu'on peut exister dans toute dans tout ce qu'il y a de merveilleux finalement dans nos vies. Donc ça, si on veut, c'est un peu l'écosystème extérieur, mais il y a aussi l'écosystème social, hein, parce que nous-mêmes, chacune de nos existences est le produit de multiples rencontres qui se sont produites. Dans le fond, même, il y a des millénaires. Hein. Le fait qu'à tel moment, tel spermatozoïde a rencontré tel ovule que nos parents nous ont créé, bien, il y a eu une panoplie d'autres rencontres qui ont précédé, et toutes ces rencontres-là viennent d'un ensemble d'autres relations. Donc, le monde social et le monde naturel sont intimement interreliés et nous sommes donc le fruit, chacun de nous dans notre individualité, d'une très, très grande complexité, et on vit, nous tous, à un moment vraiment unique de l'histoire où on fait face à des nouveaux défis que nos ancêtres n'ont pas eu à affronter. Ils en avaient d'autres défis, mais disons que ce n'étaient pas les mêmes que les nôtres. Là, je vais juste voir comment je peux... J'ai un petit souci. Donc, si on veut, la préoccupation, le défi qui nous occupe le plus en ce moment, c'est évidemment la COVID. C'est dans l'actualité de multiples façons et personne ne peut s'en souscrire. On a tous été affectés par elle depuis la dernière année, mais une des choses dont on ne parle pas suffisamment lorsqu'il est question de COVID, c'est du fait que c'est une zoonose et donc une maladie qui est transmise par les animaux. Et ce que nous disent les chercheurs et les spécialistes des zoonoses et des épidémies, comme la nôtre, c'est que pour les prévenir, on doit revoir nos rapports aux écosystèmes parce que ce que les experts disaient même avant même la COVID, suite à d'autres zoonoses qui sont problématiques comme l'Ebola et d'autres, c'est que le fait qu'on a modifié autant les écosystèmes, que les humains soient pénétrés dans des zones où ils ne vont pas d'habitude, le fait que leur relation aux animaux ont changé, font en sorte que les probabilités, les risques de zoonose ont beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a de moins en moins de degrés de séparation entre des virus comme la COVID qui pouvaient autrement se contenter de pangolins et de chauves-souris, mais qui maintenant entrent en contact avec des populations d'humains, étant donné qu'il y a autant d'humains sur la planète qui sont autant en contact les uns avec les autres, et bien là, les risques de prolifération augmentent aussi beaucoup. Donc, il y a eu des rapports qui sont sortis de la part des Nations unies. Le gouvernement français a mandaté aussi des chercheurs pour réfléchir aux mesures à prendre pour éviter des prochaines pandémies, éviter
liées à des zoonoses et toute la question de revoir notre rapport aux écosystèmes, d'éviter la déforestation, de travailler à préserver la biodiversité sont vraiment des éléments qui ont été identifiés comme importants. Et ils ne sont pas suffisamment dans l'actualité en ce moment. Je sais qu'on gère la crise, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être essentiel de réfléchir de manière plus générale. Quand j'avais envie de vous lancer une petite devinette à cet effet-là, parce que quand on parle d'environnement, un des thèmes pour lesquels on parle le plus, c'est toute la question des changements climatiques. Alors, j'aimerais vous demander qui a écrit ceci. Les changements climatiques sont le plus grand défi économique du 21e siècle. Si nous n'agissons pas pour contrer les changements climatiques, les générations futures seront rôties, frites et grillées. Alors, selon vous, qui a pu dire ça? Eh bien, excusez-moi, c'est, vous l'aurez reconnu peut-être, Christiane Lagarde. Elle a dit ça lors du Forum économique de Davos en 2013. C'est l'ancienne directrice générale du FMI. Pourquoi est-ce que je vous mets cette citation? C'est parce que il y a quelques décennies, quand j'ai commencé à m'impliquer, ceux qui avaient un discours pareil, c'était davantage des chercheurs en environnement ou c'était davantage des humanistes. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que même les responsables économiques, des gens qui ont un agenda même plutôt néolibéral, si on peut dire, reconnaissent que les changements climatiques sont un défi qui est immense. Et malgré la COVID, si on regarde les propos qui sont avancés par l'OCDE, par le FMI, par la Banque mondiale et autres, ils parlent d'une relance, la nécessité d'une relance juste et verte. Ils parlent de la nécessité de revoir nos rapports aux écosystèmes parce qu'ils réalisent qu'il n'y a pas d'économie sans écosystème. Et on le voit quand il y a une pandémie, on le voit quand il y a des crises même plus régionales liées au changement climatique, lorsqu'il y a des extrêmes climatiques, l'économie ne peut pas faire autrement que d'être affectée. Donc, on doit s'occuper de ça. Et quand on regarde moindrement les chiffres qui nous sont présentés par le GIEC, qui est le groupe d'experts des Nations unies sur le climat, lorsqu'ils nous montrent les courbes qu'il faut réduire, qu'il faut faire baisser, bien, on voit que c'est immense le défi qui est devant nous. Hein. Vous voyez les émissions depuis les années 80, ça fait depuis les 92, en fait, que les gouvernements disent qu'il faut s'engagent même à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et malgré ça, depuis ces engagements-là, les émissions n'ont pas cessé d'augmenter. Il y a eu une légère baisse pendant la COVID de l'ordre d'à peu près 7% au Canada, mais ce n'est pas des chiffres exacts, c'est des évaluations générales. Puis alors qu'on a eu l'impression que tout avait arrêté, mais ce qu'il faudrait, si on veut contrôler le climat, éviter un réchauffement global de plus de 1,5 degrés Celsius, eh bien, il faudrait réduire d'ici aux 10 prochaines années d'au moins 50% globalement. Mais pour le Canada, étant donné qu'on a une dette environnementale plus importante, ça impliquerait de réduire davantage autour de 60% selon les experts pour prendre nos responsabilités. Donc, ça implique pratiquement de réduire nos émissions chaque année d'à peu près 10%. Donc, c'est des changements qui sont majeurs et malheureusement, on n'est pas du tout en voie de les atteindre. Donc, je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous voyez des courbes comme ça, quand vous entendez des chiffres ou quand vous regardez la même chose, les rapports sur la biodiversité où chaque fois qu'il y en a un, on nous parle de nouvelles espèces qui ont disparu. Ben moi, souvent, j'ai envie de faire ça. J'ai même des fois envie de me boucher les oreilles. Je ne sais pas si c'est votre cas. Puis ça, c'est des postures qu'on peut adopter individuellement ou collectivement. On peut même choisir de se mettre la tête dans le sable. Au Canada, on est très, très bon à se mettre la tête dans le sable bitumineux parce que
Il y a des enjeux économiques qui sont très puissants. Mais évidemment, on le sait que ce n'est pas de cette manière-là qu'on parvient à faire face à des défis et à résoudre des problèmes. On a plutôt intérêt à voir comment est-ce qu'on peut sortir de nos cages de hamster. On est tous en train de courir parce que des fois, c'est aussi parce qu'on a l'impression que les crises, les rapports qui nous sont présentés sont d'une gravité si grande qu'on se sent bien petit, puis que c'est plus facile de juste continuer dans notre train-train, puis on a tous des responsabilités, on essaye tous de faire notre bout de chemin, mais de voir dans le fond, quand on court, après quoi on court individuellement et collectivement, dans quel genre d'engrenage on est tous pris. Puis quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, depuis le moment où on s'est mis justement à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, à augmenter de manière plus générale notre empreinte écologique, on réalise que les humains ont développé des capacités techniques et industrielles qui leur ont permis de produire beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Donc, on est passé de capacité de surproduction à un besoin pour que toute cette matière-là soit consommée, soit utile, à une société de surconsommation. Et pour pouvoir consommer tout ce qui était disponible, eh bien, il y a eu tout l'enjeu de l'endettement. Donc, beaucoup de gens, et même on le voit à l'échelle des pays, hein, le phénomène de l'endettement est problématique, on est tous un peu en train de courir dans notre petit engrenage, mais quand on se met à réfléchir et à dire, OK, bien, quelles sont les causes communes des défis devant lesquels on se trouve, que ce soit en termes d'inégalité sociale, que ce soit de changement climatique, perte de biodiversité, plus généralement pollution et même la COVID, quand on réfléchit aux causes plus profondes de cette pandémie-là, ben, on en vient nécessairement à une réflexion ou à pointer l'économie du doigt. Donc, ça semble un enjeu fondamental d'être capable de comprendre ces rouages pour voir comment est-ce qu'on peut la transformer et faire en sorte qu'elle redevienne un moyen plutôt qu'une fin pour répondre à nos besoins. Un des phénomènes qu'on remarque, un des problèmes qui est souvent identifié quand on pense à l'économie, c'est notre course au pas cher. C'est quelque chose qu'on apprend dès qu'on est tout petit, que c'est bien d'économiser. En deux produits, on va choisir le moins cher. Et ça reste d'ailleurs le facteur qui est prédominant pour la majorité des gens quand ils vont à l'épicerie. Ils vont regarder en fonction du prix. Le problème, c'est qu'on est dans une économie qui externalise les coûts environnementaux et sociaux, c'est-à-dire qui ne tient pas compte des vrais coûts. Et vous l'aurez remarqué, par exemple, vous avez juste à comparer à l'épicerie une pomme biologique locale avec une pomme industrielle qui nous vient, par exemple, du Chili. Bien, vous aurez remarqué que la pomme industrielle du Chili va coûter moins cher que la pomme biologique locale. Pourtant, l'empreinte écologique de la pomme du Chili, bon, si elle est faite avec l'agriculture chimique, il y a toute la question des pesticides et de la pollution locale. Il y a l'enjeu du transport aussi qui est important. Donc, émissions de gaz à effet de serre comparativement à une pomme biologique locale qui, elle, aura une plus petite empreinte écologique. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, cette externalisation des coûts fait en sorte qu'ultimement, c'est tout le monde collectivement qui en payons la facture. Donc, on sait qu'il y a des liens entre la pollution et les problèmes de santé, par exemple. Bon, on a un système de santé publique, donc on le paye. Quand c'est le temps de dépolluer aussi, on se trouve à avoir des coûts comme ça. Donc, on est vraiment dans un système qui ne tient pas compte des vrais coûts environnementaux et sociaux de ce qu'on fait. Maintenant, on parle souvent, quand c'est question d'économie, de la nécessité aussi de changer de paradigme, de voir comment pour justement internaliser notamment les coûts environnementaux et sociaux, ça nous prend un autre regard sur ce qu'est véritablement le prix et aussi un autre regard quelque part sur
nos priorités. Donc, il y a véritablement un travail de décolonisation mentale à faire parce que depuis qu'on est tout petit, on est dans une société qui mise beaucoup sur la consommation, où l'identité et la manière dont on consomme sont vraiment très proches. Donc, quand on dit collectivement que là, il faut réduire notre consommation, par exemple, ou il faut consommer autrement, bien des gens vont résister parce que quand on dit consommer moins, pour bien des gens, inconsciemment, c'est comme un message de exister moins. Alors qu'on veut avoir, pour bien des gens, cette liberté de consommer ce qu'on veut quand on veut. Donc, on l'associe à nos libertés, même si ces gestes de consommation-là ont un impact sur la vie de millions de personnes sur toute la planète et sur l'environnement, donc sur les générations futures. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on en vient à des processus de décolonisation mentale? Comment est-ce qu'on en vient à changer les paradigmes? Bien, donc, notre regard sur le monde, notre manière de juger de ce qui est de nos priorités, d'évaluer ce qu'on veut faire ou pas, c'est des fois en se posant des questions comme celle qui est aussi simple que celle-là. Malheureusement, je ne peux pas entendre vos réponses, mais si je vous demande à vous quelles sont vos plus grandes richesses, qu'est-ce qui compte le plus? Je ne sais pas si ce qui vous vient en tête, c'est d'abord un signe de dollar ou si, au contraire, comme c'est souvent le cas quand je donne des conférences et que je peux échanger avec les gens, souvent, ce qu'on me dit, on va me parler de la famille, des amis, on va me parler de la communauté, on va me parler de santé, certains vont me parler de l'éducation, de la culture, d'expérience de vie, de son environnement et tout ça. Puis quand on creuse un petit peu là-dedans, vous l'aurez peut-être remarqué pour vous, mais beaucoup d'éléments qui sont des grandes richesses pour nous, on en réalise la valeur lorsqu'on les perd. Hein. C'est des fois le cas, malheureusement, quand on perd des êtres chers. Hein. Nos parents, notamment, on a tendance à les prendre un petit peu pour acquis, puis tout d'un coup, oh, ils sont malades, puis là, on voit à quel point ils sont importants pour nous. D'un point de vue environnemental, ici, on a la chance de tourner le robinet, d'avoir de l'eau qu'on peut boire, de l'eau potable. Quand on voyage, on réalise qu'on doit acheter de l'eau, par exemple, on réalise à quel point c'est précieux. Donc, de réfléchir à, si je vous demande, par exemple, qu'est-ce qu'on utilise maintenant collectivement comme principal indicateur de richesse collective, hein, quand on veut mesurer notre richesse, eh bien, c'est le produit intérieur brut. Donc, c'est ce que les gouvernements puis les médias regardent pour dire est-ce qu'on s'est enrichi ou pas. Mais le problème avec cet indicateur-là, cette espèce de phare sur lequel on oriente beaucoup de nos décisions, c'est qu'il ne tient compte que de ce qui se mesure en dollars. Donc, et beaucoup des éléments que vous avez peut-être, auxquels vous avez peut-être pensé qui étaient vos richesses, eh bien, ils se calculent pas, ils se calculent pas en dollars. Donc, si on pense, par exemple, à un choix que certains vont faire de travailler moins pour passer plus de temps avec leurs enfants, leurs jeunes ou avec une personne âgée, il y aura un salaire moins important qui va rentrer. Donc, indirectement, on appauvrit le produit intérieur brut. On ne contribue pas à notre indicateur de richesse. Collectivement, on ne distingue pas non plus les dépenses qui sont faites par l'État pour construire des prisons parce qu'il y aurait une augmentation de la criminalité ou une dépense qui serait faite pour améliorer, acheter, par exemple, rénover les écoles ou acheter une bibliothèque ou ce genre d'investissement-là. Et d'un point de vue environnemental, la même chose. Un lac qui n'est pas pollué ne contribue pas au PIB, mais s'il y a un déversement de polluants et qu'il faut engendrer des dépenses pour les dépolluer, on contribue au PIB. Donc, il y a vraiment un problème avec cet indicateur-là et ça fait en fait des décennies même qu'on le reconnaît. Il y a même des
des indicateurs de richesse alternatifs qui ont été développés par les Nations unies, par l'OCDE, par des chercheurs aussi, qui visent à encourager les pays et l'ensemble de la société à regarder autre chose que le PIB. Mais malheureusement, malgré ces indicateurs-là alternatifs, on continue à prioriser le PIB et à toujours les comparer entre eux et à se désoler quand le PIB baisse. Et effectivement, ça a des conséquences quand il y a des baisses de PIB, quand il y a des crises économiques sur l'emploi et sur les conditions sociales de la population. Mais on a besoin de regarder d'autres indicateurs pour tenir compte justement des coûts environnementaux et sociaux qu'on génère. Quand je parle de paradigmes alternatifs, il y en a déjà plusieurs qui circulent dans la société, dans la tête de ceux et celles qui prennent des décisions. Parmi eux, il y a l'économie sociale qui est là depuis déjà très longtemps, qui est très forte au Québec, le développement durable, l'économie circulaire, la simplicité volontaire et la décroissance. Donc ça, c'est des paradigmes alternatifs qui cohabitent dans la société et avec lesquels il y a certains croisements. Un de ceux dont on parle le plus, un des mieux connus, c'est certainement le développement durable qui vise à créer un équilibre entre des impératifs qui sont sociaux, environnementaux et économiques. Et à cet égard-là, d'ailleurs, il y a les Nations unies qui ont développé tout le discours autour de ça, mais plus généralement, qui ont amené les États à s'engager autour de 17 grands objectifs de développement durable qui ensuite peuvent être pris et sont d'ailleurs pris au Québec, par exemple, comme par des villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu ou la ville de Québec, qui veulent ensuite de ça utiliser ces objectifs-là et les indicateurs qu'ils proposent pour amener la société à non seulement réduire la taille de son empreinte écologique, mais améliorer aussi ses indicateurs sociaux tout en étant dans une dynamique économique qui permet de lutter contre la pauvreté, par exemple, parce que tous ces éléments-là sont intrinsèquement liés. D'ailleurs, par exemple, quand on parle de santé, bien, quel est le plus grand facteur social et économique qui influence la santé? Le premier déterminant social de la santé, eh bien, c'est le niveau de revenu. Parce que typiquement, une personne qui aura un revenu très bas aura un accès moins facile à une alimentation diversifiée de qualité, risque d'avoir un moins bon accès à de l'eau de qualité, un logement de qualité, tout ça. Donc, tous ces éléments-là, ces 17 objectifs sont en fait interreliés. Du développement durable, c'est développer toute la réflexion, les propositions de l'économie circulaire qui visent à sortir de l'économie linéaire, du consommer, jeter toujours plus, pour faire en sorte que, comme dans la nature, finalement, l'économie circulaire inspire beaucoup la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, le déchet de l'un devient la matière première de l'autre pour être transformé et ensuite utilisé. Un petit exemple concret de ça, je l'ai sorti, mais j'en ai un autre ici. Ce classeur-là, eh bien, il est fait à partir de grandes affiches qui sont souvent dans les villes et ça, c'est malheureusement pas recyclable comme tel, ça prend beaucoup d'énergie, donc on en fait des porte-monnaies, des filières comme ça. J'ai un sac à main qui est fait avec du vieux cuir d'une voiture, l'intérieur, c'est du tapis, il y a la boucle, donc il y a beaucoup de choses, d'éléments, de matières premières qu'on considère comme des déchets qui peuvent en fait être réutilisés. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus en Europe, mais aussi au Québec. Et notamment, si vous êtes intéressé par l'économie circulaire, je vous invite à aller voir Québec circulaire où on essaie de mettre en lien
des entreprises de différents secteurs pour voir comment justement on peut faire en sorte notamment que le déchet de l'un devienne la matière première de l'autre pour transformer l'économie de cette manière-là et faire en sorte que les besoins auxquels on doit répondre, on puisse le faire avec la plus petite empreinte écologique possible. Il y a tout le secteur de l'économie sociale aussi, où là, on va plus réfléchir à une économie qui va partir des besoins de la communauté et dont la structure de gouvernance sera participative. Donc, on pense aux coopératives ou qu'on pense aux OBNL, leur objectif n'est pas la maximisation des profits, mais plutôt d'abord la réponse à certains besoins. Alors, comment est-ce qu'on peut, dans une perspective où on est clairement dans une situation de crise climatique, de crise de la biodiversité, de crise environnementale globale, comment est-ce qu'on peut transformer l'économie? Bien, un élément qui est vraiment clé, c'est toute la question de l'investissement. Donc, parce que l'investissement est le point de départ ou le point d'arrivée de n'importe quel projet économique. Donc, l'investissement peut être un outil véritablement de changement. Et ça, si on parle de la nécessité de décarboniser l'économie, par exemple, un des éléments clés à faire dès maintenant, c'est de sortir des énergies fossiles. Donc, ça implique de dire non à certains types d'investissements. Par exemple, on sait qu'au Canada, il y a le projet de pipeline Trans Mountain. On sait qu'au Québec, il y a GNL qui sont sur la table. Ces infrastructures-là vont devoir être rentabilisées pendant des décennies. Donc, si on veut sortir des énergies fossiles, il faut cesser d'investir dans des infrastructures qui vont quelque part nous attacher à des modes, des choix énergétiques qui ne sont pas ceux qui permettent d'atteindre la carboneutralité pour 2050, comme l'indiquent les scientifiques experts du climat, si on veut éviter l'emballement climatique. Donc, nous, on a de la chance au Québec parce qu'on a beaucoup de leviers d'investissement collectif qui nous permettent de faire des choix différents. Donc, d'une part, oui, de sortir des énergies fossiles et de cesser d'investir dans ce qui est le plus polluant, mais aussi de choisir d'investir dans l'économie circulaire, par exemple, dans l'efficacité énergétique, dans les énergies vertes et tout ça. Donc, on a ces leviers-là. Je ne vais pas aller dans les détails parce que le temps file, puis j'aimerais vraiment passer à travers toute la matière. On est aussi dans un contexte bien particulier. À cause de la COVID, il y a des milliards de dollars qui vont être de fonds publics qui vont être réinvestis dans l'économie. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces décisions d'investissement nous engagent véritablement dans une vraie transition juste et verte? Et c'est très particulier au Québec parce que ça, c'est les 101 idées pour la relance qui ont été proposées par le Pacte pour la transition, qui sont véritablement le fruit d'un grand travail de collaboration, d'abord d'idées citoyennes qui ont été mises ensemble, qui provenaient de différentes organisations, tant des chercheurs, des ordres professionnels et des groupes citoyens. Et ensuite de ça, les citoyens ont pu aller les commenter pendant 6 mois sur une plateforme web. Et ensuite de ça, on a remis toutes ces idées-là à des chercheurs, à des experts, beaucoup de chercheurs du CIRA d'ailleurs, pour qu'ils analysent et qu'ils voient quelles sont les meilleures idées là-dedans. Et avec des économistes, on a carrément remis au gouvernement Legault 101 idées pour la relance dans laquelle on intègre un paquet de décisions à prendre et de choix concrets pour réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre et notre empreinte carbone en général. Donc, je vous invite à aller voir, c'est disponible sur le web. Et on a la chance au Québec d'avoir un consensus social quant à l'importance de faire des choix écologiques et de s'engager dans la transition. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe du G15, mais c'est un groupe qui regroupe à la fois le patronat, il y a le conseil du patronat
a, il y a les chambres de commerce là-dedans, des groupes environnementaux, des syndicats et des mouvements citoyens. Donc, c'est très, très rare qu'on a un consensus social aussi fort dans une société. Au Québec, on l'a. Donc, on a ce qu'il faut pour se donner un élan collectif, pour vraiment s'engager dans la transition. Donc, concrètement, parmi les choses qu'on peut faire pour réduire notre empreinte écologique, il y a toute la réflexion autour du zéro déchet. C'est un petit peu le buzzword, zéro déchet, excusez-moi l'anglicisme, mais à la base de ça, le meilleur moyen de produire le moins de déchets possible, c'est de consommer moins. Donc, consommer bien, consommer moins, c'est vraiment à la base de ça. Ça implique de réfléchir, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on se fait convaincre qu'on a besoin d'acheter. Donc, ça implique de refuser certains achats, de réduire de manière générale notre consommation, de réutiliser ce qui peut être réutilisable, ce qui implique parfois de réparer, de recycler et de valoriser. J'aime beaucoup cette phrase de Pete Seeger qui dit « Ça ne peut pas être réduit, réutilisé, réparé, reconstruit, remis à neuf, revendu, recyclé ou composté, alors ça devrait être restreint, reconçu ou retiré de la production. » Et là, on pense évidemment, quand on regarde tout ce qui nous entoure, et certains d'entre vous qui étudient en ingénierie, vous le savez, à quel point beaucoup des objets qu'on achète ont une courte durée de vie et ont été conçus pour ça, parce que justement, on réalise que ça contribue davantage à la croissance économique et ça permet de faire plus de profit, d'être dans cette ligne-là du consommer, jeter le plus rapidement possible, alors que beaucoup d'objets qui nous entourent pourraient être conçus différemment de manière à être davantage réparables. Moi, je ne suis pas si vieille que ça, mais quand il y a quelques décennies, disons, un grille-pain était brisé, on pouvait le faire réparer. Alors que maintenant, on va nous dire, dans la plupart des cas, c'est moins cher d'en acheter un neuf. Donc ça, c'est une autre illustration du fait qu'on n'internalise pas les coûts environnementaux et sociaux de ce qu'on achète et que dans certains cas, on n'a même pas le choix d'acheter des choses qui sont réparables. Donc, il y a certains pays qui se sont dotés de lois contre l'obsolescence programmée. Ils réussissent à intervenir un petit peu. Moi, je pense à la France notamment, à l'Italie, notamment sur les questions des produits électroniques, mais il y a encore énormément de travail à faire et dans un cas comme ça demanderait une volonté internationale pour vraiment faire face à ce problème-là. Vous savez, quand on jette pour rien, c'est évidemment de l'énergie aussi qu'on jette, de la matière première, donc on pense à toutes les mines qui ont dû être utilisées, qui ont dû être exploitées inutilement pour que ça se ramasse finalement, quand c'est au recyclage, mais souvent ça va carrément aux déchets. Mais c'est aussi le travail de personnes qui a été gaspillé ce faisant. Donc ça, c'est un élément phare et je pense que la communauté d'ingénieurs a des questions à se poser à ce niveau-là. Ils pourraient contribuer à ces transformations-là. Autre grand chantier pour la transition, il y a évidemment la manière dont on produit et on consomme notre nourriture. Et là, quand on regarde l'empreinte, quand on fait l'analyse cycle de vie de notre assiette et qu'on regarde où on peut intervenir pour la réduire, il y a deux champs dans lesquels c'est particulièrement, l'empreinte écologique est particulièrement grande. C'est notamment toute la question du gaspillage alimentaire. Parce que si vous avez vu les derniers chiffres des Nations unies, on dit qu'environ 30, puis certaines études vont montrer jusqu'à 50% de la nourriture produite est gaspillée du champ à l'assiette. Et une grande partie, à peu près 20% selon les dernières études, c'est juste chez nous, dans les dernières étapes, dans nos maisons. Donc, il y a vraiment quelque chose à repenser, surtout quand on sait qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire dans le monde. Et encore là, quand on voit toute cette nourriture produite, ce n'est pas juste la nourriture en tant que telle et les émissions de méthane qui vont être
qui vont être problématiques, mais c'est tout le cycle de pollution du moment à partir de la production des aliments. Donc, on pense à toutes les terres qui ont été défrichées et cultivées pour rien, alors que ça aurait pu être des milieux naturels conservés. On pense à l'eau qui a été polluée pour rien par des pesticides, des engrais chimiques, des tracteurs. On pense à tous les camions sur la route, donc à des énergies fossiles, l'emballage et tout ça. Donc, de regarder les produits, ce qui nous entoure dans une approche cycle de vie nous amène à réfléchir beaucoup plus loin que le simple impact du produit en tant que tel. Et pour contrer le gaspillage alimentaire, bien, il y a un paquet d'initiatives de récupération qui existent, différentes petites entreprises comme Loop, la transformerie ou la tablée des chefs, plusieurs initiatives communautaires aussi, comme les frigos qui rendent à disposition des aliments à toute la communauté. Mais il y a aussi la possibilité de mettre en place des lois pour réduire le gaspillage alimentaire. La France le fait, plusieurs municipalités l'ont fait, en Belgique aussi, obligeant les entreprises donc les détaillants en particulier, à donner les aliments périmés à des banques alimentaires parce que ça ne se fait pas de manière systématique, même ici. L'autre élément clé dans le chantier de nos choix agroalimentaires, il y a évidemment toute la question de la consommation de viande. Donc, choisir d'être végétarien ou végétalien au quotidien, c'est quelque chose de très, très concret qu'on peut faire pour réduire la taille de notre empreinte écologique et qui nous amène aussi à des questions éthiques quant au bien-être des animaux et à notre rapport avec d'autres êtres vivants sur cette planète. Les modes de production, donc on parle plus seulement d'une agriculture biologique, mais maintenant aussi d'une agriculture biologique régénératrice, c'est qu'on sait qu'on peut produire des aliments non seulement sans utiliser des pesticides et des engrais chimiques, ce que permet l'agriculture biologique, mais avoir une agriculture qui est beaucoup plus diversifiée et qui, par cette diversification, en plantant notamment davantage d'arbres, en allant vers l'agroforesterie aussi, on contribue à capter du carbone dans le sol, donc à lutter contre les changements climatiques également. Donc, il y a des processus de transition agricole importants. J'aurais pu vous raconter la petite histoire de ma famille, mais on manque de temps, mais on voit de plus en plus de jeunes prendre la relève et de se tourner vers l'agriculture biologique. Donc, c'est en train de changer, c'est vraiment porté typiquement par les jeunes. Au niveau alimentaire, évidemment, puis ça, c'est plus généralement pour notre consommation, l'achat local a un impact aussi. Ça a été très popularisé aussi pour des raisons sociales et économiques pendant la pandémie et c'est effectivement quelque chose de concret qu'on peut faire pour soutenir une production locale. Ensuite de ça, il y a tout le chantier de comment on habite notre territoire. Et là, il y a beaucoup de décisions collectives à prendre et il y a notamment un rôle très, très important à jouer par nos municipalités. Vous savez qu'il y aura des élections municipales au Québec le 5 novembre prochain. Ça sera l'occasion vraiment de pousser pour faire en sorte qu'on ait des élus qui ont à cœur l'environnement parce que c'est à l'échelle municipale que beaucoup de décisions se prennent en matière de verdissement notamment. Hein? Puis là, on le sait, c'est très, très concret pour la santé et le bien-être des populations et aussi pour l'absorption des CO2 et des polluants en général, que de planter des arbres est bénéfique. Il y a aussi toute l'importance de protéger les milieux naturels existants pour la biodiversité, pas seulement pour la captation de carbone. Le Québec s'est engagé, le Canada atteint 30% du territoire d'ici 2030. On est plutôt autour de 17% pour l'instant. Donc, ça va impliquer des choix très, très importants de la part de nos gouvernements, mais il y a aussi l'outil des fiducies foncières. Donc, si vous êtes propriétaire d'une terre privée, d'une forêt et vous souhaitez la protéger à perpétuité, il y a moyen de le faire. Donc, il y a différentes processus à entamer, mais c'est juste de voir qu'on doit l'exiger de la part de nos gouvernements, mais il y a aussi des gestes qu'on peut poser sans attendre plus longtemps. Toute la question du déplacement et du transport, c'est central, surtout au Québec, quand on regarde juste le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre et qui n'a cessé d'augmenter
au cours des dernières années, c'est vraiment celui du transport. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire l'utilisation de la voiture? Ça, c'est la première chose, hein. Beaucoup de ménages ont 2 ou 3 voitures et ça, c'est très problématique. Donc, comment est-ce qu'on peut partager davantage des véhicules, aller vers le transport en commun, le transport actif? Et ça implique aussi de voir où on habite pour pouvoir bénéficier de ces alternatives-là. Donc, se rappeler que nos choix individuels sont déterminés par nos choix collectifs. S'il n'y a pas de transport en commun, on ne peut évidemment pas l'employer. De là, la nécessité de prioriser ces choix-là. Donc, c'est des vases communicants, hein, l'individuel et le collectif, parce qu'on aura beau faire des choix individuels, ils sont insuffisants si collectivement, on ne se donne pas les moyens de le faire et ça reste que quelques-uns qui le font. Et parallèlement, les politiques publiques ne vont pas changer s'il n'y a pas des individus qui poussent pour les changer. Même chose dans le secteur du bâtiment. Si certains d'entre vous sont dans ce secteur de recherche-là, vous le savez, on dispose déjà d'énormément de technologies et de moyens, de capacités de bâtir et de rénover nos bâtiments autrement pour avoir une beaucoup plus petite empreinte écologique et utiliser notamment beaucoup moins de ressources. Donc, on est capable techniquement de faire des maisons qui produisent de l'énergie plutôt qui en consomment, mais au Québec, au Canada, notre code du bâtiment est très, très en arrière. Évidemment, la transition, c'est aussi la transition énergétique, c'est de miser sur les mégawatts, donc l'unité énergétique la plus écologique est celle dont on n'a pas besoin, c'est pour ça qu'on parle de mégawatts. Et ensuite de ça, passer à l'électrification et une forme d'électrification, évidemment, avec des énergies renouvelables. S'engager dans la transition collectivement, ça implique aussi de revoir comment notre système d'éducation est bâti. Si on veut changer les paradigmes, changer notre vision du monde, l'éducation a un rôle fondamental à jouer et dès la petite enfance, donner l'occasion aux jeunes de connaître mieux leur environnement, de mieux comprendre les liens d'interdépendance est fondamental. Et vous savez que on protège ce que l'on aime et l'on peut aimer que ce que l'on connaît. Donc, ce contact-là avec la nature est important pour bien réaliser, se sentir interpellé pour protéger notre environnement. Donc, ça implique de se mobiliser par tous les moyens. Donc, c'est évidemment au quotidien, il y a nos choix de consommation, mais ce n'est pas suffisant. Ça implique des politiques publiques qui soient vraiment, qui nous forcent tous collectivement à faire des choix qui sont différents. Donc, ça implique de restructurer l'économie autour de d'autres priorités que celle du profit et de la croissance économique à court terme. Donc, on a besoin de mettre en place des paramètres, notamment des lois. Là, je pense par exemple à l'exemple des lois climat, qui vont faire en sorte que toutes nos décisions collectives vont devoir passer l'espèce de crible de leur impact sur le climat et plus généralement sur l'environnement pour faire en sorte qu'on dise non à certains choix et au contraire qu'on aille vers d'autres. Donc, par exemple, dire non aux énergies fossiles, ça implique de cesser de subventionner ce secteur-là et de plutôt soutenir le développement d'alternatives. En ce moment, il y a un projet de loi à Ottawa, le projet de loi C12, qui est un projet de loi sur la carboneutralité, mais qui manque vraiment d'ambition. Donc, je vous invite à aller voir sur le site d'Équiterre de la Fondation David Suzuki et d'autres, il y a un exemple de lettre qu'on peut envoyer à nos députés pour leur demander de transformer cette loi-là pour qu'elle ait véritablement des dents et qu'elle puisse donc donner ce nouveau cadre décisionnel-là pour faire en sorte qu'on relève le défi, qu'on réponde à l'appel d'urgence lancé par les scientifiques et qu'on évite de nouvelles crises comme celles qu'on vit actuellement, mais liées aux extrêmes climatiques. Ça implique de réconcilier l'individuel et le collectif, donc de
de revoir nos priorités, de se rassembler aussi, parce que pour changer les politiques publiques, c'est ensemble qu'on y parvient le mieux. Ça implique de soutenir et de s'impliquer dans des groupes citoyens qui, dans certains cas, vont protéger des milieux naturels. Ça peut impliquer comme moyen d'action d'avoir des recours en justice, et là, je pense plus précisément à la poursuite contre le gouvernement fédéral qui est menée par Environnement Jeunesse au nom de tous les jeunes de moins de 30 ans au Québec qui accusent le gouvernement fédéral de ne pas protéger les droits fondamentaux des jeunes, c'est-à-dire le droit à la santé, le droit à la sécurité, parce que le gouvernement sait depuis et reconnaît depuis 88 que le climat est une menace pour la santé et la sécurité, mais ne prend pas les décisions nécessaires à protéger les jeunes. Donc ça, c'est un autre outil, c'est un autre moyen d'action dont on dispose pour forcer les gouvernements à agir. Il y a des recours de citoyens parfois liés à la protection d'espèces menacées, protection de milieux naturels et autres, mais donc ça, le levier juridique est en est un intéressant. Plus globalement, la mobilisation citoyenne, si ce créneau-là vous intéresse en recherche, vous pourriez aller voir les travaux d'Erika Chenoweth, qui est une chercheure à l'Université Harvard, qui soutient que à partir du moment où 3,5 % de la population, c'est des études qu'elle a faites dans plusieurs pays liés à des grands changements sociaux qu'il y a eu, parfois des révolutions aussi, mais que 3,5 % de la population très engagée, même prête à faire de la désobéissance civile, à aller dans la rue, à vraiment porter un dossier, c'est suffisant pour renverser un gouvernement, ou c'est suffisant pour transformer de manière importante la société. Donc, souvent, on a l'impression, ça prend une majorité de citoyens. Qu'est-ce que ça va faire si moi, je m'implique activement, je ne vais rien changer? Donc, il faut briser cette vision-là et réaliser que finalement, on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire, et surtout quand on se met ensemble pour essayer de faire bouger les gouvernements. Donc, on a intérêt à le faire parce que vous savez que les gouvernements sont évidemment sous plusieurs influences, et il y a notamment des lobbies économiques qui sont très, très importants, donc d'utiliser le pouvoir citoyen pour influencer est vraiment fondamental. Donc, moi, comme sociologue, il y a Durkheim qu'on présente souvent comme le père de la sociologie moderne, qui disait, mais dans le fond, les sociologues devraient jouer un petit peu le rôle de médecin à l'échelle de la société et oser faire des prescriptions carrément. Donc, moi, si j'avais à faire une prescription pour la planète, bien, je dirais que ça serait de recréer les liens, renforcer les liens entre nous tous, êtres humains, sur cette petite planète bleue que l'on habite, et resserrer les liens avec les écosystèmes. Donc, réaliser à quel point, comme je vous le proposais dans le petit exercice du début, on est l'environnement, on a tout intérêt à protéger la nature, protéger le climat, protéger l'équilibre des écosystèmes, parce qu'on en fait partie. Et ça implique de travailler ensemble pour changer les choses, parce que de tout temps, ça a toujours été quand les citoyens se sont mis ensemble, se sont unis et ont proposé des changements, que les choses ont pu changer. Et je pense qu'on a tous un rôle beaucoup plus important qu'on serait porté à croire, à jouer, et on doit vraiment le faire maintenant. Moi, ça fait, bon, M. Bouchard le mentionnait, ça fait très, très longtemps que je suis impliquée en environnement. J'ai utilisé toutes sortes de moyens pour essayer de faire changer les choses, comme chercheur, comme chroniqueuse, comme enseignante et autres. Puis l'année dernière, j'ai eu un peu un ras-le-bol parce que je trouvais que ça bougeait pas assez. Puis une amie, Anaïs Barbeau-Lavalette, que vous connaissez peut-être, elle est notamment réalisatrice du film La déesse des mouchettes à feu, est venue me voir, puis elle était habitée par cette même urgence, de dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu, et on doit impérativement agir. Et donc, on a créé le mouvement des mères au front pour aller de l'avant. Et juste en terminant, j'ai presque
fini, mais je sais qu'on a la période de questions où aller. On a des fois l'impression qu'on doit attendre un sauveur, un super élu qui va nous prendre toutes les bonnes décisions pour nous. Je pense qu'il est temps de réaliser que ce super héros-là, il est en chacun de nous et on a tous un rôle à jouer si on veut vraiment mener à bien la transition. Puis ça, c'est ma dernière image. J'aime beaucoup l'utiliser parce que vous savez que les oies ont une capacité à créer des synergies, à coopérer. Elles gardent toute leur unicité, mais elles ont une direction et elles se partagent le leadership à tour de rôle. Elles vont au-devant, elles indiquent la voie pour les autres. Je pense qu'au Québec, on est vraiment dans une situation extrêmement privilégiée pour pouvoir vraiment être une source d'inspiration pour le reste du monde, non seulement l'Amérique du Nord, mais la planète entière. Et ce n'est pas juste à cause de notre hydroélectricité, c'est aussi parce qu'il y a très peu de degrés de séparation entre chacun de nous. L'histoire nous apprend qu'on a été capable de faire des grands changements très rapidement. Il y a eu la Révolution tranquille notamment. Eh bien, si on s'engageait, si on choisissait comme projet de société de recréer ces liens très forts et de mener à bien une transition juste et verte. Je suis convaincue qu'on a tout ce qu'il faut d'un point de vue social et d'un point de vue ressources pour le faire. Alors, je vous invite tous à être un acteur et une actrice de cette grande transition-là qui s'impose pour protéger l'avenir de nos enfants. Merci. Alan, vous prenez le relais? Mais c'est à vous, Monsieur Bouchard. J'ai une question, par exemple, d'une personne dans le public. Alors, je vais poser la mienne tout de suite. C'est une grosse question, Madame Varidel. Je suis presque un peu gêné de la poser, mais enfin, je vous la pose quand même. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Je pense que tout ce que vous venez de nous montrer est extrêmement convaincant. Vous avez des arguments qui sont solides, on ne peut pas en avoir de plus solides que ça, vous les formulez très très bien. Ce que vous dites ne peut pas recueillir l'assentiment de quelqu'un qui vous écoute attentivement. Et là, je me place du point de vue des sociétés, pas seulement des individus, au Québec par exemple. Alors, comment se fait-il que, par exemple, les gouvernements continuent à produire beaucoup plus de polluants qu'ils le devraient, contrairement à leurs engagements, et ça se répète continuellement, et c'est un peu désespérant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment des élections, il n'y a pas de pression électorale suffisamment forte, parce que les gouvernements, c'est comme ça qu'ils s'orientent en fonction de la pression de l'électorat. Ça veut dire qu'ils ne sentent pas dans l'électorat l'importance qu'il faudrait attacher à ces enjeux. Donc, ils se disent, bon, ça y est, on va leur dire que d'ici 10 ans, ça va baisser de 30%, après ça, on va l'oublier, puis c'est pas grave. Alors, il manque quelque chose dans la motivation des populations. Pourtant, ce n'est pas le discours qui manque, le discours écologique est extrêmement puissant. Bon, avant que vous commenciez à travailler sur une question aussi maladroite, Non, c'est pas maladroit du tout. Votre observation est absolument exacte. mais je peux concevoir aussi que ma question repose sur une sorte de postulat, c'est que oui, on s'y met ou non, on ne s'y met pas. Alors que peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Regardez, il y a 25 ans, par exemple, et puis tout le progrès qui a été fait depuis 25 ans, et que ça s'en va dans la bonne direction, et que ce n'est pas le grand jour qu'il faut viser, ce n'est pas comme ça que ça va arriver, mais c'est travailler sur chaque heure du jour, et puis à un moment, on va y arriver. Hein. Alors, dites-moi où est-ce que j'ai tort et où est-ce que j'ai raison. Mais je pense que le premier facteur qui fait en sorte qu'à la fois les décideurs, si on veut, pèlent en avant les problèmes et que les citoyens ne sont pas là pour exiger suffisamment fort, c'est qu'on ne ressent pas l'urgence. Contrairement à la COVID où on peut mettre un visage sur les gens qui meurent, où là, on le voit de beaucoup plus près, il y a quelque chose de très diffus dans la pollution, même
si on sait qu'il y a des gens qui meurent et d'ailleurs, si on regarde les chiffres de l'OMS, il y a beaucoup plus de gens qui meurent liés à la pollution de l'air que de la COVID. Hein. Mais malgré ça, et on pourrait agir très facilement pour la pollution de l'air. Il y a plein de mesures à mettre en place pour être faites, mais il n'y a pas... c'est plus complexe, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe à gérer parce que ça touche toutes les facettes de notre vie et oui, ça implique des changements et les humains sont naturellement résistants aux changements, mais en même temps, on voit qu'avec la COVID, on a été capable de faire des grands changements dans nos vies individuelles et collectivement parce que l'urgence, on la ressentait, on la percevait et là, il y avait comme un élan collectif qui était très, très fort et moi, je m'explique mal, honnêtement, pourquoi, justement, comme vous le dites, avec toutes les données qu'on a, avec tout l'appel des scientifiques rigoureux, avec toutes aussi les solutions qui sont à notre disposition, on ne va pas de l'avant. Et ce que je trouve encore plus choquant, c'est que les solutions à mettre de l'avant contribueront à une meilleure santé, à un plus grand bien-être des populations. Mais il y a cette notion-là d'effort qui est nécessaire, hein, qu'on pense juste à notre dépendance à la voiture, de ne pas avoir de voiture quand on est en ville, de choisir le transport en commun, de louer une voiture quand on sort de la ville. C'est plus compliqué, ça demande un effort, mais on le sait tous que la voiture pollue, mais pourtant, les grosses voitures, en plus, se vendent encore plus que les plus petites. Fait qu'il y a comme... il y a comme une incohérence et je pense qu'on a des biais cognitifs qui sont très importants. Puis comment passer à l'action, mais je pense que ça va prendre une plus grande volonté populaire, donc mais c'est pas suffisant de juste donner l'information. Je pense qu'il faut rejoindre le cœur des gens, puis c'est d'ailleurs ça l'intention avec le mouvement des mères au front, de personnifier, de voir que c'est dans le visage de nos enfants, ceux qui sont dans nos cours d'école en ce moment. C'est eux qui vont souffrir le plus des changements climatiques. On a une responsabilité à leur égard. J'ai plusieurs questions ici. Je vais commencer. Bon, il dit, vous avez évoqué plusieurs pistes pour réduire notre empreinte environnementale. Quels sont actuellement les principaux obstacles sociaux qui empêchent de mettre en œuvre rapidement toutes ces pistes de solutions? Ça, c'est sa première. Sa deuxième, est-ce que la pandémie nous a appris quelque chose sur notre capacité à réduire notre consommation et nos émissions de gaz à effet de serre? Et comment voyez-vous le rôle social des ingénieurs et des ingénieureux et ingénieurs dans la lutte au changement climatique? Ça en fait des questions. Oui, ça en fait beaucoup. Je pense qu'en termes de... Puis j'ai déjà répondu à certains éléments juste dans notre petit échange, fait que je pense que la question vient d'avant, fait que je ne vais pas revenir sur ce que je viens juste de dire à M. Bouchard, mais je pense qu'un des enjeux, c'est qu'on a peur de mettre des contraintes. Hein. On l'a vu lors de l'annonce du dernier plan vert du gouvernement Legault, il y a eu plein de belles annonces pour l'électrification, mais il n'y avait absolument rien de contraignant, rien qui nous oblige. Donc, on est encore à une étape où on veut juste encourager les gens à bien faire, mais on le sait, on l'a vu, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas notamment des conséquences économiques. Par exemple, l'application du principe de pollueur-payeur, ça, je parlais de la question du coût environnemental et social des externalités. Ça, c'est un moyen très concret pour faire en sorte que ce qui a la plus grande empreinte écologique coûte le plus cher. Et on a rencontré les élus pour leur dire que par exemple, taxer les véhicules les plus polluants et utiliser cet argent-là pour financer le transport en commun ou autre était une solution. Non, ils ne veulent rien savoir de taxer parce qu'ils sont engagés au moment des élections à ne pas augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Mais en même temps, ce ne serait pas nécessairement augmenter le fardeau fiscal parce que tu le remets autrement. Donc, il y a des choix. Je pense je parlais de biais cognitifs, mais toute la question, il y a des questions aussi idéologiques liés à ça et les liens de compréhension ne sont pas suffisamment bien faits. Autant, et en termes de la deuxième question, l'apprentissage de la COVID, je pense que dans le cas de la COVID, on a été à l'écoute
des scientifiques. On a été à l'écoute des spécialistes en santé publique, mais on ne l'est pas en termes des changements environnementaux qui doivent être apportés, qui sont pourtant extrêmement bénéfiques pour la santé publique et l'adoption de saines habitudes de vie. Hein. Le transport actif, par exemple, ou même prendre le transport en commun nous fait faire plus d'exercices que l'auto-solo, réduire notre consommation de viande aussi. On sait que c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de facteurs où c'est vraiment des décisions gagnant-gagnant. Maintenant, le rôle social des ingénieurs, je pense que vous avez un très, très grand rôle à jouer parce que vous prenez des décisions concrètes qui influencent l'environnement dans la manière dont sont conçus certains produits, et que ce soit ingénieur civil en termes de construction d'un pont ou de route ou tout ça, il y a plein de décisions qui sont prises ou en adoptant par exemple une vision analyse cycle de vie, on peut faire des choix qui vont avoir un impact très, très important sur l'environnement. Je parlais aussi de toute la question de l'économie circulaire. Les ingénieurs ont un rôle très, très important à jouer pour que s'établisse une vraie économie circulaire. Puis je pense qu'il faut oser justement chacun faire notre examen de conscience. Si on veut, OK, quelle est ma place ici maintenant dans la société? Quelles décisions est-ce que je prends au niveau professionnel qui ont une incidence sur l'empreinte écologique? Quelles décisions je prends au niveau personnel dans mes choix de consommation, mais aussi dans la sphère publique? Comment est-ce que je m'exprime quand il est temps de dire que oui, il faudrait avoir au pouvoir des décideurs qui vont protéger l'environnement. Là aussi, on a une influence les uns sur les autres. Et d'ailleurs, les études sur le changement social parlent souvent de mimétisme comportemental. Le comportement des gens dans notre milieu a une grande influence sur notre vision du monde et le rôle qu'on peut y jouer. Donc, on peut s'influencer les uns les autres, ce qui ultimement va aussi contribuer à changer le système. Et je pense que comme ingénieur aussi au sein de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il y a déjà une réflexion qui a été amorcée, mais elle doit aller beaucoup plus loin si on veut relever les défis immenses qui sont devant nous. Et ça implique des fois de sortir de nos zones de confort, même si c'est plus facile de continuer à faire comme avant, puis se mettre la tête dans le sable, un peu comme l'autruche dans mes premières diapos. J'ai des commentaires. Il y a quelqu'un qui dit que tout mouvement doit se traduire dans une action politique et la prise de pouvoir, du pouvoir par un parti politique, en effet. Mais j'ai une question encore. L'achat de pommes du Chili, pour reprendre votre exemple, permet de faire vivre des agriculteurs de ce pays. L'achat local pourrait-il être un frein à la redistribution de la richesse entre pays riches et pays pauvres? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est un commerce qui soit équitable. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque, notamment pour des denrées qu'on ne peut pas produire localement, pour le café, le sucre, les bananes, le thé, tout ça, et beaucoup d'autres produits. Donc, et ce qu'on constate en ce moment dans beaucoup de pays du Sud, les meilleures terres sont utilisées en fait pour une agriculture d'exportation et les bénéfices de cette agriculture-là restent très peu dans les pays producteurs. C'est beaucoup des grandes firmes qui en profitent ou alors une certaine élite locale. Donc, il y a un travail à faire dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord pour assurer la sécurité alimentaire locale et faire en sorte que ce qui est importé soit importé à un juste prix et qu'on réponde aux besoins locaux. Moi, je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être mondialisées, comme la solidarité, l'entraide, un meilleur partage des ressources et beaucoup les connaissances, évidemment. Mais pour ce qui est des denrées, de la manière de produire, on doit essayer le plus possible de produire localement parce que l'empreinte écologique
est importante. Donc, il y a d'autres moyens qu'une agriculture d'exportation qui bénéficie surtout à une élite de répondre aux besoins de développement durable de communautés, du Sud qui ont besoin, qui font face à des défis qui sont aussi très, très importants. Ça, j'en suis bien consciente. Puis là, après ça, on rentre dans tous les processus, par exemple, d'endettement des pays du Sud à l'égard des pays du Nord, comment le service de la dette leur coûte encore très, très cher. Une dette qui, juste en intérêt, a été remboursée de maintes fois. Donc, c'est vraiment tout le système d'échange et d'interrelation qui est à repenser, à revoir pour prioriser la réponse aux besoins des populations avec la plus petite empreinte écologique sociale. Parce qu'en ce moment, le système est davantage structuré autour de la maximisation des profits d'une élite en place et d'un système financier qui lui aussi carbure à l'exploitation environnementale et sociale. Donc, il faut carrément revoir le système si on veut une vraie relance juste et verte. Merci. J'ai une question d'un étudiant, mais je vais lui demander de la poser pendant la séance de classe. Merci Alexandre, parce qu'on commence à manquer de temps, puis on va recommencer le cours dans une vingtaine de minutes. Alors, Monsieur Bouchard, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin ou bien la dernière question? Le mot de la fin, monsieur. Le mot de la fin. Nous n'avons pas terminé. Madame Varidel va revenir avec nous tout à l'heure. Oui, oui. Elle revient avec nous pendant la séance de classe, oui. Ah ben là, j'ai formulé rapidement ma question. Vous y répondrez tout à l'heure si vous avez le temps. Mais j'ai à l'esprit cette vision brutale et cynique, mais qui se veut en même temps réaliste et que vous connaissez certainement, selon laquelle l'humain étant ce qu'il est, il va modifier ses comportements seulement sous l'empire de la nécessité la plus grave. Et donc, tant qu'il n'y aura pas une véritable catastrophe climatique, les populations ne changeront pas radicalement leur façon de faire, etc. Il se trouve que cette catastrophe, peut-être qu'on y voit pointer les oreilles présentement à cause du réchauffement de l'océan et du rehaussement du niveau des eaux des mers qui commence à produire des inondations extrêmement graves. En Indonésie, par exemple, ils ont abandonné leur capitale pour la déménager à l'intérieur sur une surface supérieure, mais que si ce phénomène-là donc se répand, combiné à la désertification des terres en Asie, en Afrique, etc., ça va mettre sur le chemin. Alors, moi, j'ai vu des chiffres là, qui vraiment donnent froid dans le dos, jusqu'à 1 milliard et même davantage d'immigrants qui vont faire quoi? Qui vont se retourner vers l'Occident, bien sûr, parce que le reste sera plus habitable. Et là, l'Occident, qu'est-ce qu'il va faire? Il faudra bien qu'il fasse quelque chose. Là. Hein? Vous soulevez des excellentes questions, puis il va me faire plaisir d'y répondre en détail tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je pose ce genre de questions, c'est juste sur qu'on peut se détendre comme il faut durant le quart d'heure qui vient. Merci beaucoup, Madame Varidel. Au plaisir de vous revoir dans quelques minutes. Merci à tous. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.